Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Time to Gemba. On est dans un lieu exceptionnel. Tu es déjà venu ici il y a 1 an et demi. On est à Villeneuve-les-Maguelones. Regarde, c'est un truc de dingue. Ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des gens extraordinaires, on va voir des compagnons. On va aller voir le sens de leur mission, on va parler management. Je t'en dis pas plus, juste avant ça, intro. Tu veux libérer le potentiel de croissance de ton business, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Christophe. Si tu me suis, tu sais que je suis passionné par la conception produit et l'entrepreneuriat depuis plus de 20 ans. J'accompagne des centaines de dirigeants à réussir la croissance de leur entreprise grâce à la stratégie Lean. It's time to Gemba, n'oublie pas, il te suffit d'un Gemba pour découvrir une idée cachée, une pépite, un insight. Allez, c'est parti. Suis-moi. Si j'ai lancé Time to Gemba il y a 2 ans, c'est pour ça, promouvoir l'entrepreneuriat local, et c'est la première fois qu'on visite une association dans le médico-social. Et pour défendre un style de management qui m'est cher, comment favoriser l'apprentissage, comment sécuriser les collaboratrices, les collaborateurs et comment créer les conditions d'autonomie. Aujourd'hui, on est chez les Compagnons de Maguelones et ils accompagnent plus de 120 personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour pouvoir soutenir chaque personne dans leur association? Quel type de management ils préconisent? Comment ils arrivent à adapter le travail en fonction des personnes? Chaque personne a un projet professionnel, a un projet pour pouvoir progresser. C'est tout ça que j'ai envie de voir. C'est parti, je t'emmène avec moi sur le terrain, sur le Gemba. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Merci infiniment de nous recevoir. Je suis ravie de te revoir ici. Bah oui, je suis très content. Comme je leur disais dans l'intro, on l'a dit. On a dit qu'on repasserait ici. Je crois qu'il y a un an et demi. À peu près, c'est ça. Et donc voilà, donc je suis très content que tu nous accueilles. Ça a beaucoup de sens pour moi. Oui. Peut-être que tu pourrais un peu nous présenter où est-ce qu'on est et qu'est-ce que vous faites ici, parce que vous faites tellement de choses. Oui, on fait plein de choses. Mais surtout, tu as vu ce site qui est exceptionnel. Tu as vu un coup de cœur quand tu étais venu. Ah ben oui. On est sur cette magnifique presqu'île. C'est une association ici qui gère ce lieu. Une association à but non lucratif qui est née en 1969. Donc on a un peu plus de 55 ans maintenant. Et cette association, elle a 3 missions. Et je voudrais te présenter ces 3 missions. C'est vraiment important. La première, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap. On a un ESAT, ça s'appelle Établissement de services et d'aide par le travail. On est ici sur des ateliers de l'ESAT que tu vas rencontrer. On a la viticulture. Ici, on a la restauration. On a une blanchisserie ici. On a des personnes aussi qui sont mises à disposition pour notre cantine. Ça, c'est sur la presqu'île. À Palavas, on a un atelier de conditionnement. On a aussi l'entretien des espaces verts et un atelier de fer et alu. Ça, c'est pour la partie ESAT. Et après, on a des entreprises adaptées. La partie ESAT, c'est le milieu protégé. C'est la maison départementale du handicap qui donne aux personnes qui délivrent une autorisation de venir travailler en ESAT. Et après, on a des entreprises adaptées. Là, c'est le milieu ordinaire. Comme toi, tu travailles dans le milieu ordinaire. Et on en a une qui est à Morin avec création et entretien d'espaces verts. Et une autre, le domaine du Grand Puy à Montpellier, où on a rénové une bâtisse du XVIIIe siècle, qui est aussi un espace de restauration et séminaire. Donc, en tout, sur toutes ces structures, on accompagne 120 personnes en situation de handicap et on a aussi 3 foyers d'hébergement pour ceux qui le souhaitent. On peut aussi les héberger. La deuxième mission, c'est la mission patrimoniale derrière toi. Il y a la cathédrale du XIe et XIIe siècle. Là où on avait fait la soirée Réseau Entreprendre avec plus de 300 personnes. Exactement. Une autre activité, c'est l'activité séminaire qu'il y a dans la chapelle derrière. Aussi, vous aviez fait une émission. Toute une journée avec des podcasts sur nos lauréates et nos lauréats. Oui. Exactement. Donc cette mission patrimoniale, c'est protéger cette cathédrale du XIe et XIIe siècle, mais aussi les 350 hectares de terre et de lagunes. Et la 3e mission, c'est la culture. Dans la cathédrale, il y a un festival de musique ancienne. Au début octobre, il va y avoir les moines tibétains qui vont venir dans la cathédrale. Ça va être fabuleux. Et aussi, on accueille des expositions et dans le parc, il y a des reproductions de peintures un peu partout. Et c'est ouvrir la culture pour tous, c'est important pour nous. Donc ces 3 missions, elles font qu'un, c'est les Compagnons de Maguelones. Et tu verras sur le logo qu'on retrouve sur nos bouteilles de vin, il y a 3 ronds. Et en fait, c'est 3 anneaux en référence à une légende de la belle Maguelone
et de pierre de Provence, mais aussi nos 3 missions qui s'imbriquent les unes dans les autres. C'est ce qui est très important pour nous. Ok, d'accord. Lorsqu'on a préparé cet épisode, j'ai posé 2-3 questions sur Instagram et j'ai demandé aux gens de poser des questions et on m'a dit pourquoi les compagnons de Maguelone. Alors les compagnons, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y avait les compagnons bâtisseurs des cathédrales. Donc ce nom est venu instantanément par rapport à la cathédrale, mais aussi on est dans le partage. Tu verras les gens qu'on va rencontrer, on partage des choses avec eux. Quand tu viens à Maguelone, tu es obligé de partager quelque chose. Milieu ordinaire, milieu protégé, tu en as parlé en introduction. Si tu pouvais nous en dire un peu plus sur le milieu, les grandes différences qu'il y a entre milieu ordinaire, milieu protégé, c'est quoi? Alors en termes de management, pas en termes juridiques, mais en termes de management, on est sur l'accompagnement des personnes. C'est pas nous qui fixons les objectifs aux personnes, mais par contre, c'est des personnes qui ont envie. On cherche avec eux qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et on va les accompagner techniquement pour qu'ils puissent acquérir des compétences et on est dans de l'accompagnement et pour qu'ils atteignent leurs propres objectifs. On s'adapte à une cadence. C'est pas tout le monde qui doit avoir, par exemple, sur la chaîne de conditionnement. C'est chacun va à son rythme avec ses possibilités, avec ses capacités et avec ses compétences. Donc, on est toujours en train de s'adapter. Tu as dit à un moment donné qu'il y avait, c'était eux qui définissaient leurs objectifs. Oui. Donc ça m'intéresse d'aller voir sur le terrain, le Gemba, comment ça se traduit, bien sûr, donc d'aller nous balader. Comment tu arrives à faire cohabiter ou aligner les objectifs? Est-ce qu'il y a un objectif pour l'association globaux? Il y a un engagement de résultat, un nombre de bouteilles ou un nombre ou non? Comment ça fonctionne tout Techniquement, il faut que cette association soit à l'équilibre financier. D'accord. Et s'il y avait des bénéfices, on réinvestit pour justement dans l'outil de travail. D'accord. Donc ça, c'est important. Donc on est obligé, on décide du nombre de bouteilles qu'on va produire. Alors ça, il y a aussi le facteur temps qui va nous dire une bonne production ou pas une bonne production. On a quand même des clients, par exemple pour le conditionnement, qui eux nous donnent une quantité qu'on a à faire. Donc les moniteurs sont à capacité déjà d'évaluer le travail parce qu'ils connaissent les capacités des personnes en situation de handicap qui travaillent. Donc si on nous demande quelque chose qui n'est pas possible ou qui n'est pas dans le rythme de travail, on va dire chez nous, il va nous falloir un délai supplémentaire. Donc on a des professionnels, tant les personnes en situation de handicap, tant les moniteurs éducateurs qui savent évaluer le travail. Les moniteurs vont avec des personnes en situation de handicap sur des chaînes de production. Et on est parfois surpris de la vitesse à laquelle ils travaillent et aussi des compétences qu'ils peuvent acquérir, quoi. L'émission s'appelle Time to Gemba. Gemba, c'est allons sur le terrain, voir les choses à travers les yeux des compagnons. Compagnons. Qu'est-ce que tu as envie de nous montrer? D'abord, je vais t'amener dans les vignes. Après, je t'amènerai au comptoir des compagnons. Et après, je te ferai déguster en terrasse. Ah c'est parfait. Super programme. On y va? Allez, c'est parti. Salut Alain. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, vous aussi? Ça va très bien. Tu peux me tutoyer. Ouais. Merci infiniment de nous recevoir. Avec plaisir. On est dans un lieu franchement extraordinaire. Qu'est-ce que peut-être tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce lieu? On est sur un site de 2000 ans d'histoire. On a une superbe cathédrale. On accompagne des personnes en situation de handicap. On les forme au travail de la vigne. Ils ont un projet personnalisé avec des objectifs. Quand tu dis ils ont chacun un projet, comment ça se Alors le projet, ça peut être sur des activités. Ça peut être aussi bien se perfectionner sur de la taille royale, de la taille aiguillot. Ça peut être se perfectionner sur des bourgeons à cœur. Chacun choisit ce qu'il veut se perfectionner. Et quand on a parce qu'on est un atelier très saisonnalisé. D'accord. Donc quand on arrive à la saison où on pratique cette activité, et bien à ce moment-là, on fait des séances d'apprentissage un peu plus soutenues. Ils apprennent aux autres aussi comment il faut faire. D'accord. Ça permet de savoir, nous, ce qu'ils ont compris. Voilà. Là, ici, on est vraiment dans une logique où on va jusqu'au produit fini. Voilà. Vraiment, on a toute la chaîne. Toute la chaîne. On part des travaux divers, de la taille, jusqu'à la récolte, la fabrication du vin, la mise en bouteille et la livraison. Je vois 2 sujets. Il y a le côté compétences, aptitude par rapport au sujet de la vigne, mais c'est exactement pareil dans le monde, dans tous les mondes. Est-ce que j'ai les compétences et les aptitudes pour faire ce job-là ou pas? Et après, il y a un deuxième sujet qui est comment donner envie. J'ai les aptitudes, mais est-ce que j'ai envie ou pas?
Donner envie. Vous avez vu là, il répond. Oui, oui. Donner envie, en fait, c'est toujours montrer l'exemple. Montrer l'exemple. Mettre la tête dans le guidon. Si on montre pas de quoi on est capable, ça suit pas derrière. Et le respect. Le respect. Le respect des uns, des choses et des personnes. Ça, c'est quelque chose qu'on met en avant au niveau de l'atelier. Ok, d'accord. Voilà. Donc sur la partie envie, tu nous donnes deux conseils. Montrer l'exemple pour que les gens te suivent et le respect. Et par contre, sur la partie adapter la personne, alors, je sais pas si le terme est bon, mais comment synchroniser je suis en capacité de le faire. On adapte le travail. Dans une tâche, il y a plusieurs compétences. Voilà. Donc, s'il faut, il y a certaines personnes qui peuvent en faire plusieurs, une après l'autre, et il y en a qui ne peuvent pas. Donc, on apprend d'abord une compétence, et quand on a fait une, on passe à l'autre. Voilà. Et chacun, on est dans un milieu quand même où on prend le temps, on voit si la personne arrive à une lassitude, on arrête de suite et hop, on passe sur autre chose ou complètement une autre activité pour lui permettre de revenir après derrière et d'être en bonne disposition pour apprendre. Ok, d'accord. Voilà. Ok, donc ce que je comprends, c'est en même temps, il y a une notion de, on est clair sur les gestes, les compétences et on laisse le temps. Ah oui, ouais. Ok. Ouais, il faut pas, comme on dit, le bourrage de crâne, ça marche pas. Ok, d'accord. Voilà. L'émission, c'est on a envie d'aller sur le terrain pour voir. Est-ce que tu nous autorises à nous balader et un peu voir comment ça fonctionne à l'intérieur de la ville? Si, là, à l'heure actuelle. Oui, bien sûr, on y va. On y va. On est en train de défeuiller. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, ouais. Bon, on nous a expliqué un peu ton métier. Tu veux peut-être nous en dire quelques mots? Oui, mais je vais vous parler de ce que je fais actuellement. Je fais les feuillages. Donc, les feuillages consistent donc pour que le raisin il y ait plus d'ensoleillement et qu'il y ait plus de maturité, quoi. Quand je suis rentré ici, j'ai passé le CACES tractoriste, je l'ai eu, donc je conduis les tracteurs, donc je fais tout ce qui est labour, le boulot d'intercept, parce que bon, maintenant comme on est en bio, on peut plus désherber, donc le désherbage, je le fais mécaniquement. Et au moment des vendanges, je fais le transport des vendanges avec la benne et je participe pour la vinification parce qu'ils ont besoin du renfort à la cave. Donc je le fais comme réceptionner le raisin. Je fais aussi un peu du soutirage, le débourbage aux cuves, je fais ça aussi. Donc, et ça, c'est quelque chose que tu as appris ici ou tu savais le faire déjà avant? Je le faisais avant en milieu ordinaire. Donc ça, je le faisais en milieu ordinaire. Bon, après, j'ai trouvé une place ici, j'ai voulu venir ici, quoi, tout simplement, quoi. D'accord, ok. Qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir dans ton métier? Le plaisir, c'est surtout le labour, conduire les tracteurs et trucs comme ça, quoi. D'accord. Tout à l'heure, j'espère qu'on va goûter. Tu me conseilles un vin en particulier? Bon, le rouge, c'est vrai qu'il est bon, mais moi, c'est le blanc, quoi. Le blanc? Ouais, le blanc. Bon, ben, on ira goûter le blanc. Hein. Voilà, ouais, ben, vous goûterez ça, ouais. Donc, merci beaucoup. Bon, la grosse claque, on était avec Alain, et là, franchement, il vient de nous donner une définition de ce que c'est le respect. Le respect, c'est pas juste écouter les gens, etc. C'est réellement s'intéresser à eux. Il me disait en off que vraiment, il y avait des conversations avec les personnes difficiles, mais par contre, il les écoutait, il s'intéressait réellement à ces personnes. On le voit sur cette saison 2 de Time to Gemba, temps court, temps long. Moi, j'étais là un peu perdu quand il disait ouais non le temps, etc. Non, il y a vraiment des temps, 3 jours, 4 jours pour faire telle et telle chose. Mais par contre, c'est un temps juste, c'est-à-dire il faut réellement 3 jours pour faire le job et on va pas leur dire 2. On va pas mettre de la pression. Et il explique là qu'il essaye de créer un climat de confiance avec les personnes en les connaissant. Il s'intéresse réellement à elles. Il crée un climat où ils peuvent réussir parce qu'ils ont réellement 3 jours pour faire le taf. Si c'est 3 jours et demi, il réagit. Mais par contre, il met pas de la pression inutile. L'autre leçon qu'il nous a donnée, franchement, c'est qu'il essaye d'anticiper au maximum tous les événements connus. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a de l'imprévu, mais de l'imprévu sain. C'est-à-dire que c'est pas des trucs sur lesquels tu as gardé pour toi et que tu as oublié de dire. Et il essaye au maximum d'anticiper les choses. Franchement, une masterclass en termes de management. Bon, je sais pas toi, mais moi j'ai envie de voir le produit fini. Je te propose, on va dans les cuisines et j'espère qu'on va aller déguster le vin. Allez, c'est parti. Je suis avec Charlotte et Pascal. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Peut-être que Pascal, tu pourrais dire qui tu es et où est-ce qu'on est ici? Alors, nous sommes dans un atelier des Alpes qui est basé sur la restauration et vocation bar.
que l'on appelle le comptoir. D'accord. C'est un atelier qui fonctionne 365 jours sur 365, avec, comme vous pouvez vous en douter, des fortes affluences en saison. 22 personnes en situation de handicap. Donc, ça, on répartit sur 2 équipes de salle et 2 équipes de cuisine, pour fonctionner 7 jours sur 7. 2 équipes en salle, 2 équipes en cuisine. En cuisine. En cuisine, ok, d'accord. Voilà. Donc, on a une restauration à l'ardoise de midi à 14h30 et en petite carte de 10h à 17h. C'est en charge d'organiser toute cette petite équipe. Ok. Et donc Charlotte, tu es quoi? Tu es en cuisine ou est-ce que tu es en salle? Au début, en fait, je faisais en cuisine, en salle. En salle. Mais sauf que j'étais dispersée, sauf que j'ai parlé avec mes chefs et on m'a passé en cuisine et je suis mieux en cuisine. Ok, donc maintenant tu étais mieux Oui. en cuisine. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger alors aujourd'hui? Alors, t'as le burger de poisson, D'accord. Dans le beurre le bœuf, t'as le poisson, de filet de loup. le filet de loup accompagné de sauce vierge maison. Tout est maison. Tout est maison? Oui. C'est 365 jours. Et donc c'est tous les jours on doit ouvrir le restaurant et servir C'est tous les jours. que les midis, pas les soirs. Ok, d'accord. Sauf événement, si on a dit. C'est un disséminé. Ok, d'accord. T'étais en cuisine avant que c'était ton... En fait, de base, j'ai été au lycée Victor Hugo, D'accord. à l'UNEM, et j'ai fait un CAP d'agent polyvalent que j'ai obtenu pour être ici en ESAT. En termes d'évolution, c'est en termes de qu'est-ce que tu préfères cuisiner, toi? Les entrées et les desserts, Les entrées, les desserts? Oui. Ok. vu que je suis dyspraxique. Ok, d'accord. Donc en fonction, c'est-à-dire que c'est là où tu prends le plus de plaisir, c'est ça? On va dire que de par sa dyspraxie, elle n'est pas coordonnée au niveau de... Permet que je parle. Oui. Elle n'est pas tellement coordonnée au niveau du membre supérieur, pardon. C'est pour ça qu'elle est en concertation avec Charlotte et ses parents, après avoir vraiment identifié la problématique, quand on n'a plus l'option de la cuisine, où elle s'épanouit parfaitement, elle pose là sa vitesse de l'équerre, c'est le cas de le dire, il faut même la freiner, ça est très volontaire. Mais on est sur la bonne route et sur le bon sommet. Même je sais ouvrir les huîtres qu'avant je savais pas ouvrir. Ah, je vais être honnête avec toi. Oui. La personne qui est derrière la caméra, on s'est dit tout à l'heure que si on avait des huîtres et on a vu, Facile, hein. c'est facile, Charlotte ouvre très vite. très vite. Ouais. Bon, merci beaucoup pour cet échange et on va aller, si ça vous dérange pas, peut-être filmer, passer quelques moments en cuisine pour voir concrètement comment ça fonctionne. Oui. Si ça vous va? Parfait. Merci beaucoup. Ah. Vous pouvez juste réagir à ce que j'ai observé et avoir ton avis. À un moment donné, tu as demandé l'autorisation de parler ou de présenter, etc. son handicap. C'est quelque chose que tu fais tout le temps? C'est quelque chose qui est déjà qu'on fait systématiquement. Notre Bible, en gros, c'est la loi 2002.2 qui garantit la protection de l'intégrité physique et morale des personnes qui nous sont confiées. On se doit de les protéger. Et puis, comme je vous ai expliqué, il y a certaines personnes qui ont un pseudo honte de leur handicap, donc qui en parlent difficilement ou qui n'en parlent pas du tout. Mais avec Charlotte, on en parle librement. On fait un travail énorme avec son papa et sa maman qui sont très présentes. C'est une jeune fille qui a essayé un parcours ordinaire et qui a été refoulée de partout par sa dyspraxie. Donc nous, on a mis à peu près 8 mois pour pouvoir être à jour administrativement pour pouvoir l'admettre. Parce qu'à l'heure actuelle, la maison départementale pour les personnes handicapées ne reconnaissait pas la dyspraxie comme une pathologie mentale. Le travail, l'environnement est adapté par rapport à la morphologie, aux aptitudes de Charlotte. Parce que là, on va dire les pathologies ont évolué depuis quelques années et on doit accueillir ce genre de personnes qui ne peuvent pas bénéficier du milieu ordinaire. Et elle dit qu'elle ouvre les huîtres à la vitesse de la lumière. Donc ça veut dire qu'elle les ouvre très très vite. Je suppose qu'elle les ouvre plus vite que moi parce que moi j'ai pas l'habitude d'ouvrir des huîtres. À partir de quel moment tu estimes, alors j'ai dit tu, mais peut-être que je me trompe, tu estimes qu'elle est en sécurité et qu'elle peut le faire sans danger? En cuisine, on a du matériel de sécurité, ce qu'on appelle des EPI. EPI. C'est-à-dire que par rapport à l'ouverture des huîtres, il y a un premier gant et un deuxième gant en côte de maille. D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, le couteuriste, il pourra pas transpercer. Donc on limite les risques et puis ça fait partie des normes HACCP qui sont les nôtres en cuisine. La mise en sécurité des compagnies, c'est quelque chose de primordial. D'accord. Donc moi je suis pas cuisinier métier, mais bon, c'est relativement simple ce qu'on fait. Moi je suis là pour guider, donner une organisation. On discutait avec Alain et ce que je prends conscience, c'est qu'il y a une notion de temps juste. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour faire les choses et on essaye de pas mettre la pression
aux gens pour pas les perturber. On leur offre le temps pour pouvoir faire les choses. En cuisine, comment ça se passe? Parce que tu as des coups de bourre, etc. On est rodé, on est organisé. La salle, c'est pareil. Ok. Les gros services, ils sont habitués à les faire. Ils peuvent même faire de gros services et de forte activité. Ils sont même demandeurs de cette forte activité. Ok. C'est ça que je vous dis, ils ont rien à un milieu ordinaire ou moi qui vais souvent au restaurant, dans le de mes équipes, je me dis qu'on n'est pas trop loin de la réalité. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Bon, bah, je suis avec Léa. Salut Léa, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux peut-être te présenter et dire qui tu es, ce que tu fais ici? Oui. Donc je m'appelle Léa, je suis au comptoir maintenant depuis 8 ans. Voilà, je suis serveuse, donc je fais on fait le bar, on fait dedans, dehors. On est 2 équipes. Je travaille 4 jours par semaine. D'accord. Donc je fais 9h 17h et en fait, on est dans un médico-social et c'est vrai que dans l'avenir de chaque compagnon, c'est de nous orienter dans un milieu ordinaire. C'est vraiment un accompagnement, que ce soit le service ou dans la vie quotidienne. D'accord. Voilà. Parce qu'elle nous disait qu'il y avait deux équipes, c'est ça? C'est ça. En salle et en cuisine. C'est ça. Et toi, en 8 ans, est-ce que t'as fait des fois la cuisine? Alors moi, je suis un peu de partout. Partout, tu te balades un peu des deux? Je me balade un peu de partout. Alors j'ai fait un peu de la cuisine parce que j'avais arrêté la salle un petit peu. Et puis après, je suis retournée en salle et là, de temps en temps, je fais des remplacements. Ok, d'accord. Est-ce que tu sais ce qu'on a à manger aujourd'hui et qu'est-ce que tu me conseilles comme plat? On vous propose des croques, des planches végis, des huîtres. Après, il y a un hamburger, du poisson qui est très bon avec ses petits légumes et sa salade. Voilà, on fait un peu de tout et on essaye de varier un peu chaque semaine notre carte. Alors c'est rigolo parce que vous sentez pas mon ventre qui gargouille, mais il gargouille. Et depuis tout à l'heure, là, je commence à avoir de plus en plus envie d'huîtres. Et attention, t'as vu l'alcool, dangereux pour la santé, mais avec un petit verre de vin blanc quand même, un petit verre de vin blanc. Toi, tu dis que t'es là depuis 8 ans. Oui. Est-ce que t'as envie d'aller dans le milieu ordinaire? Alors voilà, moi tout à fait, mon projet de cette année ou l'année prochaine. Mais voilà, moi ça fait 8 ans que je suis là, c'est vrai que j'ai vu des expériences, j'ai appris beaucoup de choses, mais maintenant j'ai un chemin à prendre. Et c'est vrai que j'adore le lieu, j'adore le comptoir, j'adore mon métier, mais j'ai besoin de partir dans un milieu ordinaire. Et de toute façon, j'ai fait un stage à la Chapelle à Villeneuve-et-Maguelone. Ça s'est super bien passé, que des points positifs. Et je suis en capacité d'y aller et d'aller dans un milieu ordinaire. Donc, j'ai envie d'y aller. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis avec Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que tu peux peut-être te présenter et dire qu'est-ce que tu fais ici? Jérémy, bientôt 31 ans et je suis serveur au Compagnon de Maguelone. Ok, ça fait combien de temps que t'es là? Ça va faire 2 ans. 2 ans? C'est ça, qu'est-ce que tu fais C'est l'habitude. C'est l'habitude? Ouais. Avant, j'ai travaillé dans une maison à latte, D'accord. là où je faisais pas du tout ce que je voulais faire. Comment ça fonctionne? C'est toi qui choisis ce que tu fais dans la journée? Comment ça Non, fonctionne? c'est mon chef qui a décidé ce que je fais dans la journée, mais après, quand il m'a donné directement mon ordre de poste, de lorsque je commence jusqu'à la fin, je sais où je suis. Ok, donc t'es autonome. C'est ça. Ok, d'accord. Et toi, tu travailles en salle ou en cuisine? Non, je suis réservant qu'en salle. Ok, en salle. Ok, d'accord. Et t'as déjà testé le monde de la cuisine? Oui. Qu'est-ce que tu préfères? Largement en salle. La salle, pourquoi? Pour le public, pour les serveurs, pour si on a des dégustations avec Maguelone. Ah. Et vous pouvez monter jusqu'à combien de couverts par service? Le maximum de 172, entre 172 et 173 couverts. Moi, je préfère travailler que rester chez moi à faire de l'ordinateur toutes les journées. Ok, donc le travail pour toi, ça te permet de te mettre en mouvement, c'est ça? Ok, d'accord, super. Merci beaucoup, Jérémy. De rien. Maguelone, ça y est, on voit le produit fini. Voilà, C'est tu as vu tout le travail magnifique qu'ils font nos compagnons. Et maintenant, on va déguster le fruit de leur travail. Bon, parfait. Je crois que tu es d'accord. Moi, je suis très très d'accord. Le premier que je veux te faire découvrir, c'est la gamme Insula. Insula, ça veut dire l'île. Donc, tu vas voir à Maguelone, tout a une histoire. Et même les étiquettes, les noms des vins ont une histoire. Ce premier vin que je te fais découvrir, c'est un assemblage de clairette, picpoul, vermentino et grenache blanc.
Et à notre connaissance, il n'y a pas d'autres viticulteurs qui proposent un tel assemblage. Alors c'est ce que disait Alain. Hein. Alain disait que bien sûr que tout est important dans le travail de la vigne, mais à un moment donné, il disait pour lui le secret, c'était cette expertise sur l'assemblage des cépages. Exactement. Donc on a un chef de culture qui est accompagné par un œnologue et aussi on a la chance d'avoir dans notre conseil d'administration notre vice-président qui a passé toute sa carrière dans la viticulture et est très impliqué aussi dans l'AOC Languedoc. Donc on a la chance d'avoir des experts à tous les niveaux. Nos compagnons, les personnes qui les accompagnent avec Alain, qui est un viticulteur, un chef de culture et en plus dans notre conseil d'administration des spécialistes dans le vin. Ok, d'accord. Là maintenant Christophe, on va déguster, on va pas boire. On va déguster. On va déguster. On va déguster, on va pas boire. En 3 temps, s'il te plaît, d'abord on va le regarder. On ne chine pas d'abord. Si tu veux. Allez. C'est plus sympa. On regarde la couleur, ensuite on va sentir et ensuite on va le mettre en bouche. Mais tu pourras boire. D'accord, merci. Tu vas découvrir, je te laisse découvrir les arômes, on va voir ce que tu trouves. D'accord, et donc je te dis déjà c'est en 3 temps. Qu'est-ce que tu t'attends à boire? Tu dois dire est-ce qu'il est jaune clair, jaune foncé, jaune paille, est-ce qu'il est un petit peu doré? Comment tu l'aurais décrit? Ou alors pas jaune clair, il a des reflets dorés, oui, exactement. Ouais. Et il a des belles larmes. Très bien. Ouais. C'est bien, ouais. Tu es un expert. Non, je suis pas un expert, mais j'aime bien le vin. Donc, et donc les larmes, ça laisse supposer quoi? C'est le taux de sucrosité qu'il y a dans... Ok, d'accord. Maintenant, tu as le droit de le sentir. Ça, c'est dur, hein. Ça sent C'est super très bon. difficile. La dégustation, déjà, c'est quelque chose de très subjectif. Et par exemple, si moi, j'adore la mangue et que toi, tu n'aimes pas la mangue, ah bah, du coup, tu vas pas le retrouver. Et en plus, maintenant, on mange les fruits, on les sent pas, on n'a pas l'habitude de sentir les fleurs. Donc, au nez, c'est très, très difficile. Oui, citron. Oui, tout à fait. C'est rigolo parce que tu vois, t'as la sensation, tu as senti, t'as regardé mais c'est vrai que t'as totalement raison, c'est que c'est une dégustation qui prend tout son sens parce que tu as éveillé tous tes sens. Et le fait de se concentrer aussi sur ce qu'on va boire, c'est important. Je l'ai décrit fraîcheur et vivacité. Marot, tout à fait ça. Avec un petit côté, je sais pas si c'est le seul vin qui a un petit côté salin. Tu vois, on pourrait penser que nos vignes, donc, ont un côté salin, alors qu'il y a que ce vin-là. Et donc, du coup, on est sur un terroir volcanique, on n'est pas du tout sur un terroir de sable. Les étangs sont salés à côté, on peut pas planter en bordure d'étang. Et le sel fait vieillir plus vite le vignoble. C'est pour ça qu'on a planté des arbres dans les vignes. Là, ce sont des petits arbustes. On fait de l'agroforesterie pour ramener de la biodiversité, pour ramener à terme un peu d'ombre aussi. J'ai le produit fini. C'est quoi on va dire, les facteurs principaux qui ont un impact sur la qualité du vin? C'est de ramasser le raisin au bon moment. Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'est très très important parce que tu n'auras pas la même qualité. Donc c'est de savoir dire, je décale la vendange. Tu vois, des fois, quand il y a des tournages, on me dit, on viendra tourner pendant les vendanges. Oui, mais on vendange pas tous les jours. Et on fait pas en fonction de ce qu'on a programmé, on fait en fonction de la maturité du raisin. Si tu tailles pas bien la vigne, tu vas avoir soit trop de raisin, soit pas assez, donc ils vont pas arriver à maturité. Si aussi tu fais pas le débourgeonnage, les feuilles vont prendre trop et il va y avoir sur les raisins. Là, on a vu ce matin qu'ils effeuillaient, donc c'est important que le raisin il soit ensoleillé mais un peu à l'ombre. Et après, il y a toute la partie de la main dans la cave de savoir vinifier le vin. Est-ce que le bio impacte le goût, l'émotion qu'on a du produit, ou est-ce que non, c'est plus des considérations? Je prends soin de la terre, je prends soin de la vigne, j'abîme pas la planète. J'abîme pas la planète, j'abîme pas le vin non plus avec trop de produits parce qu'il y a la partie bio sur la partie viticulture. Et au début, le label bio dans le vin n'était que sur la partie viticulture. Et après, le label bio est passé sur la partie vinification aussi. Donc effectivement, il y a des choses qui sont interdites et qui peuvent, alors je vais pas dire altérer parce que ça serait pas le mot, mais qui peuvent influencer sur le goût du vin en fonction de ce que tu mets dans le vin, plus sur la partie, je vais dire, vinification que sur la partie culture. On parle à des entrepreneurs et des managers. Comment tu poses le prix d'un vin? Comment tu arrives à poser un prix? Déjà, il y a des charges fixes
et qui ont notamment augmenté après le Covid. Le prix de la bouteille le verre a été multiplié par 2. Nous, on est toujours en réflexion permanente aussi. Donc, il y a ce prix de la bouteille et après le travail. Et après, il y a le prix du marché, donc il faut être en adéquation avec tout cela. Je sais pas si ça t'a surpris, mais tu sais, il n'y a pas de capsule en aluminium. Ok. Alors certes, c'est une économie, mais c'est pas que pour ça surtout. C'est pour protéger la planète. Ça, c'est la dernière chose qu'on a faite cette année. Nos bouteilles maintenant sont recyclables. Mais recyclables, c'est-à-dire qu'on a uniformisé notre gamme de vins. Avant, on avait des bouteilles qui étaient différentes, certaines plus lourdes et d'autres plus allégées. On a une seule et même bouteille et on les fait laver et on les réutilise. Donc, on réfléchit toujours à qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger au maximum l'environnement. Donc, c'est une réflexion permanente que l'on a avec les équipes et ça permet de sensibiliser aussi les compagnons et les clients. Et ça a l'impact sur le prix? En fin de compte, le prix, donc ce que je... Alors, par exemple, si tu veux de recycler les bouteilles, de les faire laver, il y a 4 ans, ça revenait plus cher. Donc, c'était une décision qui était trop difficile à prendre. Aujourd'hui, ça revient à peu près pareil d'acheter une bouteille neuve ou de la faire laver. D'accord. Par contre, pour nous, ça nous demande plus de travail, puisqu'il y a plus de manutention. Plutôt que de le mettre à la poubelle, tu vois, on doit les mettre à un certain endroit, aller les amener où ils viennent les chercher. Donc, il y a plus de manutention, mais on a fait ce choix-là. Donc, c'est pas qu'un choix économique, mais c'est vrai que quand c'était 2 fois plus cher, c'est quand même difficile de prendre des décisions comme celle-ci. D'accord. C'est l'objectif aussi de cette émission Time to Gemba, c'est d'aller sur le terrain et de se rendre compte. On voit bien que le prix d'un vin et que c'est quand même conditionné aussi à une succession d'étapes, mais à une succession d'investissements, d'engagements que vous prenez. Et donc, c'est pas juste du raisin qu'on a mis dans une bouteille. Non, il s'est passé énormément de choses, de temps. C'est aussi sur un temps long. Donc voilà. Merci infiniment. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le 24 septembre, on aura l'occasion de regoûter ces vins-là, c'est ça? Oui, là on est resté sur l'insula parce qu'il faut qu'on soit raisonnable. Il fait un petit peu chaud, mais on a toute une gamme de vins. On a la Volta qui est élevée en fût de chêne en blanc, on a en rosé, on a 3 rouges et on a même un muscat. Donc là, hors caméra, on va tous les déguster, c'est ça? Non, non, quelques-uns. Merci beaucoup. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci infiniment de nous avoir reçus chez vous. Avec grand plaisir. Je vais être honnête avec toi. J'ai pris une grosse claque sur la partie management. Vraiment, Ça m'étonne pas. ça vaut vraiment le coup et je l'ai dit, je vais le redire que tous les entreprises, les entrepreneurs, les managers viennent ici, s'intéressent à vraiment ce que vous faites. Maintenant, ce qui m'intéresse peut-être avec toi, c'est la partie associatif, modèle économique, etc. Comment tout ça fonctionne? Alors on peut dire qu'on est un petit groupe médico-social, on a 7 établissements et on a plusieurs modèles économiques parce qu'on est sur du médico-social et le médico-social c'est à la fois un financement ARS et un financement par le conseil départemental. Donc tout ce qui est aide au travail, c'est-à-dire les AT, c'est l'ARS et tout ce qui est hébergement, c'est le conseil départemental. Donc on est assez contraint, on a des budgets pour fonctionner qui sont de plus en plus tendus. Mais bon, on fait avec et puis on essaye d'équilibrer nos comptes. Ensuite, il y a une partie qui est un peu plus commerciale et libérale, sur lesquelles on essaye de gagner un petit peu d'argent pour pouvoir réinvestir et pour pouvoir à la fois faire mieux vivre dans leur quotidien les compagnons, puisque on a à la fois donc la partie travail, mais la partie hébergement, et on a les personnes H24. Et on a à peu près 80 personnes qui passent leur vie ici. Voilà. Ok, d'accord. Quand tu dis la partie libérale, c'est la partie restauration Les ESAT ont 2 budgets. Ils ont un budget social pour l'accompagnement et là c'est l'ARS. Et puis il y a un budget commercial puisque je paye en partie donc les personnes en situation de handicap. Et ces personnes qui travaillent au quotidien ici pour faire du vin, sur le restaurant ou des espaces verts, ces personnes sont payées par leur travail et donc obligatoirement on facture les personnes, on fait payer les repas et cet argent-là, ce chiffre d'affaires, plus ou moins, ça fonctionne comme une entreprise, va permettre à la fois de financer le matériel qu'il faut pour produire, les matières premières et puis les salariés qui produisent.
Maguelone nous disait que l'association a été créée il y a plus de 50 ans, c'est ça? Ouais. Et en discutant avec elle, j'ai l'impression que régulièrement, vous innovez, ajoutez, changez des choses. Ça marche comment? C'est toi dans ton bureau qui réfléchit et définit les choses? Comment ça fonctionne? Ah, ça fonctionne, c'est un travail d'équipe et je vais dire surtout avec la gouvernance, avec le président, le docteur Bernard Azema, qui est très dynamique, très présent et qui a une vue un peu projection sur l'avenir des compagnons et dans un esprit de pérennité de l'association. Et donc il souhaite à la fois développer les activités et puis à la fois aussi créer une passerelle aujourd'hui entre le travail aidé des établissements médico-sociaux et le travail ordinaire qui est peut-être un petit peu au travail dans les entreprises adaptées qui permettent aux personnes de toucher du doigt ce qu'est le travail dans un milieu ordinaire et qui est souvent beaucoup plus compliqué qu'un travail dans un ESAT où ils sont vraiment aidés et accompagnés au quotidien. Ok, d'accord. Quels sont les projets à venir? Qu'est-ce que les enjeux, les challenges que tu as relevés? Les challenges que j'ai à relever, c'est toujours trouver de l'argent pour faire avancer l'association. Ok. On est en permanence en train de développer des activités économiques pour à la fois gagner de l'argent et réinvestir. On a des gros projets pour Comptoir des Compagnons pour développer l'activité, refaire la cuisine qui n'est pas adaptée, pour les accompagner au niveau ergonomie et espace, parce que aujourd'hui ils n'ont pas ce confort-là. Au niveau de l'association, on a beaucoup de projets. On cherche des mécènes, notamment pour la cathédrale. On a des projets pour les éclairages, pour aménager le parc. On a des projets aussi de se développer sur le territoire montpelliérain. Donc oui, on est en permanence en train de chercher de l'argent. Je ne peux que vous le conseiller. On a fait notre soirée réseau entreprendre il y a 2 ans ici, donc le lieu est sublime et on va prochainement refaire un petit événement et je vous en parlerai dans quelques semaines. Merci infiniment. Avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus en tout cas. Ne dis pas ça trop rapidement, il y a de grandes chances que l'on revienne, allez, dans 2 ans, dans 3 ans pour prendre des nouvelles. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais te dire la vérité, on avait préparé une conclusion avec Magali et finalement je vais un peu en sortir. Moi j'ai pris une très grosse claque. Aujourd'hui, faut qu'on arrête de se la raconter. Ça vaudrait vraiment le coup que tous les managers, toutes les entrepreneuses et entrepreneurs viennent ici pour comprendre ce que veut dire réellement s'intéresser à l'être humain. Et donc la vraie question, c'est comment tu t'intéresses réellement aux gens. C'est ce que nous a dit Alain. Il s'intéresse réellement à ses compagnons, il discute avec eux, il comprend réellement ce qu'ils vivent, leur handicap moteur, leur handicap psychologique, leur handicap mental. Il adapte au mieux Alors au début, c'est vraiment l'objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils cherchent à réussir par rapport à leurs capacités, et il construit un plan avec eux pour pouvoir les aider à s'épanouir dans le travail. Tu vas me dire que c'est du bon sens, mais franchement, pose-toi la question, est-ce que tu fais ça dans ton entreprise? Franchement, on parle de temps, la question c'est pas de mettre de la pression, c'est le temps juste. Combien de temps les gens vont mettre pour réellement faire le travail et ne pas leur mettre de la pression plus que ça. Il nous a donné une leçon de fou, comment créer les conditions pour pouvoir anticiper tous les pics, tous les imprévus pour encore une fois sécuriser les gens. C'est pour ça qu'on a construit Time to Gemba, pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat, pour pouvoir défendre un management différent, un management centré sur l'être humain. Voilà, dis-moi en commentaire si tu as passé un super moment, si tu as des questions, si tu as envie d'en savoir plus sur le management apprenant, si tu as envie d'en savoir plus sur le Lean, n'hésite pas. C'est la fin de la saison 2. Je te donne rendez-vous le 24 septembre au BLMA Basket Lab de Montpellier pour rencontrer Maguelone, rencontrer Alain, rencontrer pourquoi pas des compagnons et déguster le vin de Maguelone, rencontrer tous les autres dirigeants. Le thème de cette saison 2, ça va être compliqué, mais il y a quand même des choses qui sont revenues sur cette notion de temps court, temps long. Maguelone, je crois que c'est 56 ans leur association. Rendez-vous déco, Théus, Solares, il y a une notion de temporalité. N'hésite pas, donne-moi des infos en commentaire sur les épisodes, ce que tu aimerais voir pour la saison 3. N'oublie pas, it's time to Gemba. Gemba, faut aller sur le terrain, à la rencontre de tes clients, voir la valeur à travers leurs yeux. Tu n'es qu'à un seul Gemba de découvrir une pépite, une idée cachée, un insight et révéler le potentiel de croissance de ton entreprise. À très vite, bye bye. Et ta mère, j'ai tout trop comme ça. Ah bah attends, t'as pas fait. On s'en fout. Tu coupes à chaque fois. Dis donc. La merde.